À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet développement économique régional des crédits budgétaires du portefeuille économie, innovation et énergie pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe d'1 heure a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Lacoyane Olivier Chomédé est remplacée par Madame Roti Jeanne-Mance Vigé, M. Fontessia Laurier Dorion par M. Gramont-Tachereau et M. Paradis Jean Talon par M. Bérubé Matapédia. Merci. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. Je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Madame la députée de Jeanne-Mance Vigé, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, salutations au ministre et son cabinet, ainsi que les gens qui l'accompagnent, et salutations à mes collègues du deuxième groupe d'opposition, premier groupe d'opposition, et du côté gouvernemental. Alors, aujourd'hui, on est ici pour parler du développement économique régional, un dossier qui nous tient à cœur. Et je vous dirais que malgré les promesses du premier ministre de mettre les régions au cœur de ses politiques, le bilan du gouvernement en matière de développement régional est bien mince après 6 ans au pouvoir. Il n'y a pas de vision globale quant à l'avenir des régions, ni de politique, ni de stratégie, ni de plan d'action national et régional, alors que les petits et moyennes entreprises sont les principaux moteurs de la dynamique économique en région. Elles ne reçoivent pas l'attention qu'une véritable politique de développement régional soucieuse de la prospérité de chacun des territoires leur accorde. Rappelons qu'après l'échec de le projet de stratégie gouvernementale de développement économique local et régional dans la foulée de la démission en 2021 de sa ministre déléguée à l'époque, Mme Proulx, le ministre Fitzgibbon, le ministre du Développement économique régional, n'a pas relancé le dossier, laissant les régions toujours orphelines d'une stratégie visionnaire globale et cohérente du développement. Il est censé de passer à des investissements sporadiques, à des actions plus structurantes et concrètes. Le développement régional est essentiel à la prospérité économique du Québec et le soutien financier du gouvernement est primordial pour dynamiser cette vitalité. Je vais aller, évidemment, les PME en région et un peu partout disent qu'il y a un manque de prévisibilité. Je pense que ce mot-là, le ministre l'entend assez souvent. Il devrait être même tanné de l'entendre. Je sais que le ministre a des bonnes intentions parce qu'on a fait même un projet de loi ensemble. Ce serait son 4e projet de loi sur l'allègement réglementaire. On a eu la chance de revenir un petit peu plus tard pour en discuter. Évidemment, vous comprenez qu'après 4 projets de loi sur l'allègement réglementaire, encore aujourd'hui, c'est pas suffisant. Je sais que le ministre a déjà dit à plusieurs reprises qu'il s'en vient avec un 5e projet de loi, en espérant que celui-là est le bon et qui va aller très loin, qui va être capable d'aller aussi loin que les PME souhaitent. Le programme Fonds d'aide d'initiative régionale FAIR a été remplacé par le programme Développement économique pour l'aide à redynamiser les territoires, départ qui ne garantit plus l'enveloppe pour des régions particulières. Notamment, les intervenants de la Gaspésie ont exprimé leur préoccupation du fait qu'on remplace le programme FAIR par départ en 2023. À la base, le programme départ a été jugé moins apte à subvenir aux besoins des régions par rapport à le FAIR. En novembre, votre gouvernement a interrompu 3 programmes d'aide aux start-up et aux PME. On parlait d'impulsion PME, du programme départ, aujourd'hui réhabilité, et de BioMed Propulsion. Il s'agit tous des programmes générés par Investissement Québec. Mais cela s'ajoutait aux autres programmes déjà suspendus soudainement par le ministère du Développement économique au cours des semaines ou des mois qui avaient précédé. On parle du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises, programme soutien à la commercialisation et l'exportation et volet 1 d'essor voué à l'installation des projets d'investissement pour les entreprises. Pour le programme départ, M. le ministre, pourquoi vous avez mis fin au programme FAIR qui offrait une enveloppe dédiée de 6 à 8 millions pour les Gaspésiens pour le remplacer par départ qui ne garantit plus le montant spécifique à la région?
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, moi, à mon tour de saluer les collègues et de dire bonjour. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous et expliquer les grandes avancées qu'on a faites dans le développement économique régional. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, très hâte d'échanger avec vous. Je suis particulièrement fier parce que ça met la table pour souligner toutes les avancées qu'on a faites et les grands dossiers qu'on a réussi à régler en région, notamment. Moi, je le dis souvent lorsque je me déplace parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup des intervenants du développement économique régional dans les différentes régions du Québec. On est rendu à 55, plus de 55 comtés qu'on a visités dans les 2 dernières années et on se fait toujours un devoir de rencontrer les intervenants du développement économique local. Et la bonne nouvelle, Madame la Présidente, c'est que quand on leur demande comment ça va, bien, la réponse est pas mal unanime, que ça va bien. Les programmes, lorsqu'il y a des commentaires sur l'efficience des programmes ou peu importe, on nous revient puis on les travaille ici et souvent on trouve des solutions pour régler ces problèmes-là. Donc, le développement économique régional se porte bien. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on réussit à accompagner les entreprises des régions. C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, moi, je suis ravi. Sur le contexte économique, je pense que on ne peut pas ne pas souligner l'environnement qui nous occupe. Moi, justement, dans les grandes visites que j'ai faites un peu partout dans le Québec, c'est clair que les entreprises, peu importe la région, ont une grande inquiétude en ce moment par rapport à la situation et la relation avec les États-Unis. 73% de nos exportations au Québec vont vers les États-Unis. Et là, ce qu'on constate, c'est que c'est pas tant les tarifs. C'est sûr que les tarifs, il y en a et ils ont un impact. Mais c'est pas tant les tarifs qui font mal à l'économie québécoise, c'est surtout l'imprévisibilité de la doctrine de notre voisin du Sud et aussi le fait qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Sans savoir sur quel pied danser, les entreprises québécoises se retrouvent à chercher ou à ralentir les investissements, chercher des façons différentes de sauver de l'argent. Et donc, cette incertitude-là qui nous occupe, c'est ce qui fait le plus mal à l'économie québécoise en ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on a lancé des programmes pour accompagner les entreprises, puis on va continuer de répondre présent. Une des mesures qu'on a mises sur place, la collègue en parlait, c'est le programme Départ. Le programme Départ pour les non-initiés, c'est un programme qui vient accompagner les régions. Alors, encore une fois, c'est les MRC qui sont responsables de cette enveloppe-là. Et les MRC, de leur côté, ont une enveloppe qui leur permet d'accompagner et de faire un bouclage de montage financier pour aider certains projets à se réaliser. Imaginez, Madame la Présidente, dans une région dévitalisée, dans ce qui occupe le programme Départ, on retrouve des entreprises, des projets, puis là, parce que c'est une région dévitalisée, on a de la misère à boucler le financement. Le programme Départ vient boucler ce financement-là par l'entremise d'une subvention jusqu'à l'auteur de 150 000 $ pour accompagner, pour aider à pousser un projet là au bord de la ligne d'arrivée. La collègue a évoqué le lien entre le FAIR et le programme Départ. Madame la Présidente, dans la création du programme Départ, on a consolidé différents fonds. Des fonds qui avaient été, qui venaient à échéance. Le programme FAIR en était un. Il y avait un autre programme qui était adapté pour la région du lac Mégantic suite à l'accident qu'on a vécu là-bas. Il y avait un autre programme qui était destiné à Val-des-Sources, encore une fois, pour aider la région, la MRC de Val-des-Sources de revenir de son historique minière. Et donc, ce qu'on a fait avec le programme Départ, c'est qu'on a consolidé ces programmes-là à l'intérieur d'un programme qui s'appelle Départ. Dans le programme Départ, qui s'adresse aux régions les plus dévitalisées, on a réussi à boucler avec les régions qui, avant, profitaient du FAIR. On a rattaché toutes ces régions-là, même s'ils n'étaient pas niveau 5 de niveau de dévitalisation, et on les a inclus dans le projet Départ par souci de maintenir en vie un programme qui avait fait ses preuves sur le volet vitalisation. Pour clarifier, M. le ministre, je comprends, vous avez consolidé, puis je pense qu'il y en avait 5 programmes, là, Lake Mégantic, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, le FAIR, puis la FALM, qui
que vous avez consolidé dans le dépense. C'est pas ça la question. La question, c'est, une fois que vous avez fait cette considération-là, vous avez investi de l'argent, mais vous devez élargir à plus de MRC. Avec FAIRE, il y avait cette spécificité-là pour certaines régions, et comme la Gaspésie, que eux, ils se classaient dans des régions dévitalisées, puis ils recevaient à peu près entre 6 et 8 millions de dollars. Là, en faisant, vous ouvrez plus large, bien, comment que ces régions-là qui ont vraiment besoin, comment qu'ils vont avoir leur morceau de gâteau, là? Parce que là, c'est le même montant, mais plus de régions qui peuvent adhérer. Alors, on a beaucoup moins. Il y a certaines régions qui vont en avoir moins. Bien, en fait, ce n'est pas le cas. Dans le programme Départ, ce qu'on a réalisé, c'est que les montants qu'on a mis disponibles réussissaient à souvenir à la demande. Donc, on n'a pas manqué d'argent dans le programme Départ. Et d'ailleurs, on vient juste de le réouvrir. S'il y a des gens qui nous écoutent, on a réussi à boucler le financement pour tous les projets qu'on avait. Il est vrai que la région de la Gaspésie avait son propre programme. On les a fusionnés à l'intérieur de Départ et on leur a permis, même s'ils ne sont pas des régions dévitalisées, à continuer de profiter du programme Départ par souci de vouloir continuer un acquis que la région avait, par souci et attention à une région qui est importante pour le Québec. Parfait. Merci, M. le ministre. Pouvez-vous nous dire, dans les 5 programmes, c'était quoi le total investi versus qu'est-ce que vous investissez dans le départ? Mais en fait, je pense que la question derrière la question de la collègue, c'est de savoir si les Gaspésiens étaient perdants au change avec le changement. Est-ce que je comprends bien l'intention de la question? Non, ma question que je viens de vous poser, c'est je veux avoir le total de montant investi pour les 5 programmes versus le montant que vous mettez dans le départ. Parfait. C'était... puis le départ, c'est 10 millions. Fait qu'on parle de 6,5 millions pour faire, puis on parle de 75 millions sur 3 ans pour départ. Je veux le total des 5 programmes que vous avez regroupés dans le départ, c'est-à-dire le FAIRE, le FAL, Lac Mégantic, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches. Il va falloir que je vous en revienne parce qu'il y avait des... Dans le fond, ces programmes-là avaient des balances différentes parce qu'ils avaient été créés pour des raisons différentes. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué dans le temps ces programmes-là et on l'a consolidé dans le départ. Je peux revenir à la collègue avec les montants exacts. Je vous dis que les 5 fonds totalisaient environ 160 millions sur une période de 2017-2018 à 2022. Alors, on parle de 5 ans à peu près. Puis l'enveloppe de départ, c'est 75 millions. Et ça représente, on a ouvert ça à 25 MRC de plus. Est-ce que les chiffres correspondent à... Il y a plusieurs nuances à apporter. Premièrement, on parlait de la reconstruction de la région du lac Mégantic après la tragédie ferroviaire. Donc, de prendre le total de ce fonds-là et de l'imputer dans la vision maintenant de départ, je ne suis pas certain que c'est très pertinent. La deuxième chose, c'est qu'en ce moment, l'absence... En fait, la fusion de ces programmes-là n'exclut pas à une entreprise qui souhaite développer ses affaires à faire affaire à Investissement Québec. Donc, même si ça cadrerait pas dans le départ, il y a quand même de l'aide qui est rendue disponible à l'intérieur d'autres programmes lancés par Investissement Québec ou les MRC. Je comprends, mais demeure pas moins, Monsieur le ministre, qu'il y a quand même moins d'argent. Parce que quand on fait le calcul des 5 programmes, là, on est rendu à quasiment à moitié. Vous investissez quasiment à moitié. Fait qu'on part de 160 millions à 75 millions. Et en plus, on ouvre ces programmes-là, ça devient plus accessible à plus d'MRC quand, avec le FAIRE, ces MRC-là avec quasiment une exclusivité, si je peux dire ça comme ça, là. Ou peut-être privilégié, là. Mais en fait, c'était pas un privilège. Les gens de Lac-Mégantic, c'était pas un privilège d'avoir ces fonds-là. C'était pour reconstruire un centre-ville suite à un accident tragique. Dans le cas de Val-des-Sources, on parle pas d'un privilège. On parle d'une ville qui était mal en point suite à la fermeture de sa mine. Donc, je comprends que la collègue interprète les valeurs dollars comme un signe de désengagement. C'est pas tout à fait adéquat comme analyse. Et on parle de situations ponctuelles pour des régions qui étaient en grand besoin à cause d'incidents ponctuels.
La décision qu'on a prise par la suite, c'était de garder en vie, ou en fait de prendre ces programmes-là, de les recycler à l'intérieur du programme départ, même si ces régions-là ne sont pas dans le dernier quintile de niveau de dévitalisation. On a dit, par souci à vouloir maintenir une aide, qu'on allait les accompagner à l'intérieur du programme départ. Mais, comme j'ai déjà dit à la collègue, les fonds étaient disponibles, ils ont été utilisés et on n'a pas refusé un projet ou un programme demandé parce qu'il ne restait pas d'argent, là. Tous les programmes ont été reçus et sont en analyse. Il reste 5 secondes. Alors, vous pouvez garantir qu'il n'y a pas une région qui... On a terminé. C'est tout le temps que nous avions. Je vais d'abord passer la parole au député de Tachereau pour 9 minutes 45 secondes. Merci, Madame la Présidente. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, d'appliquer la proportionnalité des questions et des réponses. Monsieur le ministre, bonjour. Content d'être ici avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous amener d'abord à Blainville. Il y a un site, on en a beaucoup parlé, le Stablex. Il y a eu un projet de loi qui est adopté sous Bayon, le projet de loi 93. L'objectif était de s'assurer que le site était déboisé. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on en a faite, mais vous pourrez compléter ou valider. Déboiser le terrain de la cellule 6 avant le 15 avril. Est-ce que c'est exact? La question, c'est s'il y avait un projet sous Bayon qui s'appelait Stablex, c'est ça? Oui. Est-ce que l'objectif de passer ce projet-là sous Bayon était de s'assurer que le déboisement puisse être complété avant le 15 avril? L'objectif premier de Stablex, c'était d'assurer la pérennité de la capacité du Québec à enfouir des matières dangereuses avant qu'on ait un problème sans solution. Il y avait un règlement fédéral qui entrait en vigueur à partir du 15 avril pour protéger une espèce dont c'était l'ère de nidification. Donc, on comprend que les travaux ont été ralentis. À ce jour, est-ce que vous savez quelle proportion du terrain a été déboisée? C'est pas... le projet de loi n'a pas été porté par moi. Et donc, je ne suis pas au courant de la question. Je suggère aux collègues de poser la question à la bonne personne. Parfait, excellent. On sait qu'il y avait donc ce règlement fédéral-là. On soupçonne que l'objectif était de déboiser pour profiter de la période entre le 15 avril, dans le fond, de se libérer de ce règlement fédéral-là avant qu'il commence à entrer en vigueur le 15 avril. Oui, selon nous, évidemment, c'est ça. Oui. Actuellement, selon les informations que nous, on a, le site est déboisé à seulement 20 %. Est-ce que vous avez les mêmes informations que moi? Je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous dire si actuellement il y a un risque de rupture de service? Parce que visiblement, les travaux ont été ralentis, toutes sortes de personnes qui sont intervenues, il y a eu des procédures légales qui ont été mises en œuvre aussi. Est-ce que le Québec peut craindre ou doit craindre une rupture de service dans la gestion des matières ou des déchets dangereux au Québec? Je n'ai pas cette information-là. Cette information-là. OK. C'est un projet qui, évidemment, est d'une grande importance. Je pense que le gouvernement lui-même l'a souligné. Vous n'êtes pas capable de me dire aujourd'hui si le Québec est à risque d'une rupture de ses services, considérant que le projet a été retardé par des voies légales. Il y a eu des manifestations également aussi. Mais il y a aussi, donc, cette période-là qui est perdue et seulement 20 % du site a été déboisé. Vous ne pouvez pas me garantir qu'il n'y a pas de rupture actuellement. Je suggère que le collègue pose la question à la bonne personne. Parfait. Est-ce que la gestion des matières dangereuses, c'est une bonne façon de développer nos régions, selon vous, Monsieur le ministre? Toute pratique humaine mène à des déchets. Il en va de soi qu'on doit gérer ces déchets. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Partie, parce que sur le fond, vous avez raison. On produit des déchets. Même le Québec génère des déchets qui sont en partie gérés par Stablex à Blainville. Même moi. Absolument. Vous, moi, tout le monde en produit. Voilà. Effectivement, l'objectif, c'est d'en avoir le moins possible, évidemment. Mais quand on se met à importer des produits de l'extérieur, par exemple, il y en avait un article très intéressant dans le Journal de Québec qui disait « Batteries, solvants et déchets chimiques ». En plus de Stablex, 16 sites au Québec reçoivent les déchets dangereux des États-Unis. On serait, selon l'article du Journal de Québec, un des plus grands gestionnaires par tête d'habitant de déchets dangereux à travers le monde. C'est-à-dire qu'au Québec, on gère
de production locale, mais aussi externe, presque 87 kg par habitant, alors que le Mexique, on est à 27 kg par habitant. Puis les Sud-Coréens, qui sont les troisièmes, c'est les top 3 là, que je suis en train de vous nommer, la Corée du Sud, on est à presque 20 kg par habitant. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de créer l'activité économique au Québec? De ma manière spontanée, je dirais que par habitant, c'est peut-être pas le meilleur métrique, mais j'ai pas d'opinion sur la question du collègue. OK. Le ministre n'a pas d'opinion là-dessus. L'opinion personnelle, est-ce que, selon son gouvernement, importer des déchets de l'étranger, c'est une bonne façon de faire du développement économique, importer les poubelles, devenir la poubelle dans le fond du monde? J'inviterai le collègue à poser la question à la personne qui chapeaute le dossier de Stablex. On m'a demandé de demander au ministre de l'Environnement ou les Ressources naturelles, par exemple, de leur poser la question à eux ou à elles. N'empêche quand même que c'est de l'activité économique, on s'entend. C'est vrai que c'est une activité économique. D'ailleurs, ça me permet de vous souhaiter la bienvenue. On ne vous voit pas souvent dans cette commission. Le deuxième groupe d'opposition, c'est rare qu'il s'intéresse à l'économie, puis on le constate par la ligne de questions du collègue. On fera des intentions, ce qui est inexact. Je participe au crédit à chaque année au développement économique régional. Merci. Les échanges y allaient bien, on va demeurer dans le respect. Désolé, Madame la Présidente, c'était plus fort que moi. Merci. Donc, je poursuis. On va aller maintenant à Saint-Jérôme, si c'est possible. J'espère que le ministre sera un petit peu plus loquace. C'est un sujet, je pense qu'il connaît bien quand même, ça touche l'électrification des transports. On apprend dans le journal Le Nord, je ne sais pas si M. le ministre connaît là, ce quotidien plus local, le 4 février 2025, on apprend que les autobus Lyon sont mis au rencard, c'est-à-dire que plusieurs transporteurs écoliers des Laurentides qui mettent leurs autobus dans le garage ou dans la cour, en fait, plutôt que d'utiliser les autobus de Lyon. J'imagine que le ministre est au courant de la situation là, de Lyon actuellement. Il s'est ressorti dans l'actualité encore ce matin. Actuellement, donc, il n'est pas possible pour les entreprises, pour les transporteurs, d'obtenir des pièces de rechange. Il y a des enjeux avec les systèmes de chauffage également aussi. Est-ce que le ministre est au courant que des autobus dorment, sont mis au rencard chez les transporteurs? Actuellement, un contrôleur qui est au fait de tous les détails qui touchent la créance et aussi la situation financière de Lyon. Et donc, le gouvernement n'a pas accès à des informations pertinentes ou à niveau à tous les moments. Donc, je n'ai pas la réponse à la question du collègue. Est-ce que le ministre est au courant que des autobus dorment dans des garages ou dans des stationnements extérieurs actuellement? Des autobus qui ont été subventionnés par le gouvernement du Québec, là? Il faudrait que le collègue précise la question. Si en ce moment, il existe au Québec un autobus qui est stationné à quelque part, qui dort, sûrement. Non, des flottes. Mais je ne suis pas sûr de comprendre la question. Des flottes complètes d'autobus. Des flottes complètes? Oui. J'en douterais, mais je ne le sais pas encore. Les transporteurs, actuellement, ne sont pas capables d'avoir accès à des pièces, à un service clientèle, donc préfèrent continuer à utiliser leur bus au diesel, quitte à étirer leur durée de vie, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir du service, ils ne sont pas capables d'avoir des pièces, parce que Lyon, c'est très tranquille, disons, ces temps-ci. Vous avez raison de dire qu'ils sont tranquilles. Je pense que les médias ont été assez clairs sur le fait qu'il y a une situation financière avec Lyon et donc les opérations sont en arrêt, et donc ça se peut. Moi, je n'ai pas d'informations par rapport à des flottes entières, comme évoque le collègue. Je n'ai pas cette information-là. Ça va nous faire plaisir de lui envoyer l'article en question. Il est impossible pour les transporteurs de s'alimenter autre part qu'ailleurs, autre part que chez Lyon, actuellement, en autobus électrique. Est-ce que le ministre est au courant de ça? Je n'ai pas compris la question. C'est possible pour les transporteurs scolaires de s'approvisionner en autobus électrique autre part que chez Lyon Électrique. Est-ce que le ministre est au courant? Il existe dans le marché d'autres autobus électriques. Oui. Il existe, mais sont-ils subventionnés? Non. Il y en a chez Girardin notamment, puis il y en a également aussi chez l'autobus Transit Navistar. Mais impossible de voir ces autobus-là subventionnés. Ils ne sont pas faits entièrement au Québec. Est-ce que le ministre est au courant de ça? Si le ministre est au courant qu'il y a des autobus qui ne sont pas subventionnés sur les routes du Québec, c'est ça la question? Non, c'est pas ça la question. La question, c'était, il n'est pas possible pour un transporteur d'avoir une subvention pour un autobus scolaire électrique autre que Lyon. C'est incomplet. Il y a 200 autobus qui peuvent être financés par Girardin ou d'autres autobus électriques qui peuvent être subventionnés.
Il y a un groupe, notamment formé là, du promoteur du groupe MAC, promoteur immobilier, qui demande d'avoir accès à une subvention ou en tout cas une aide gouvernementale de l'ordre de 20 millions de dollars pour repartir Lyon. Est-ce qu'il y a des discussions actuellement au gouvernement du Québec pour les appuyer? Je ne commenterai pas des discussions en cours dans le cas d'un cas sous un syndic. Parfait. Est-ce que le ministre est au courant que, selon les investisseurs, il y en a plusieurs, il y a eu des petits comme des grands investisseurs qui ont investi là, dans Lyon Électrique, les investisseurs, puis là, je réfère à un article de 2024, là, 16 janvier, selon lequel les investisseurs sont fâchés, qui reprochent au gouvernement Legault d'avoir envoyé des signaux trop rassurants dans les médias, ce qui les a poussés à garder leurs actions. Fin novembre, 3 semaines avant que Lyon Électrique se place à l'abri de ses créanciers, la ministre Fréchette, la ministre de l'Économie, évoquait la possibilité que le gouvernement réinjecte de l'argent à des partenaires privés. Merci. C'est tout le temps que nous avions. Je reconnais maintenant le député de Matane-Matapédia. Vous avez 9 minutes 45 secondes pour votre... Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, parlons du développement économique des régions. Parlons de ces acteurs, notamment ces acteurs politiques. Je veux parler des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-les-Îles. Est-ce que le ministre trouve qu'il serait souhaitable que ces deux régions aient des ministres régionaux qui sont des députés sur ce territoire, soit l'Abitibi-Témiscamingue ou Gaspésie-les-Îles? Moi, j'ai déjà été le seul élu du gouvernement sur l'île de Laval, puis le ministre responsable de Laval n'était pas élu à Laval. Moi, j'ai trouvé la collaboration avec mes collègues ministres à l'époque exemplaire. J'ai pas d'opinion sur... Okay. Je pense que c'est du cas par cas sur les bienfaits ou pas. Ma question, est-ce qu'il trouve que ça serait souhaitable? Je fais pas de lien entre l'idée et la conclusion de si oui ou non c'est une bonne chose. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Tu peux avoir un ministre responsable de ta région, qui est de ta région, puis ça veut pas dire qu'il ou elle serait bon. Fait que j'ai pas d'opinion sur le lien qu'on essaie de faire entre les deux. Je ne sais pas comment ça va être reçu dans ces régions-là, mais je veux quand même souligner au ministre qu'il a 2 collègues en Gaspésie et aux îles et 3 en Abitibi-Témiscamingue. Et ces 2 régions ont demandé, à juste raison, de considérer leurs députés pour siéger au Conseil des ministres, là où se prennent des décisions importantes. Alors, une fois que je lui ai dit ça, est-ce qu'il trouve que ça serait souhaitable qu'on ait des ministres qui habitent le territoire qu'ils représentent? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Oui, et j'en ai suffisamment. Merci. La CAQ a créé en 2021 le Centre d'acquisition gouvernementale qui, comme le titre l'indique, procède à des achats dans les ministères, dans les bâtiments publics. Et à l'automne dernier, on a sorti un certain nombre de chiffres qui tendent à démontrer qu'on s'éloigne considérablement de l'achat local. Et quand on regarde les régions, dans un tableau que j'ai obtenu par la loi d'accès à l'information que je peux déposer, une région comme la mienne, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, 99,84 % des achats se font à l'extérieur de la région. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 96 %, Capitale-Nationale, 92 %, Mauricie, 95 %, Estrie, 91 %, Montréal, 43 %, Outaouais, 97 %, Abitibi-Témiscamingue, 88 %, Côte-Nord, Nord du Québec, 100 %. Gaspésie-des-Îles, 99,91 %, Chaudière-Appalaches, 96,32 %, Laval, 91,57 %, Lanaudière, 96,53 %, Laurentides, 93 % et Montérégie, 85 %. Est-il normal qu'on ne soit pas capable de trouver des fournisseurs dans ces régions pour approvisionner les ministères, les écoles, les bâtiments? J'invite le ministre à porter attention à ça parce que ça nous vient de 2 entrepreneurs qui sont venus à notre bureau de circonscription puis qui nous ont parlé de ça. Il y en a un qui était dans la papeterie, puis l'autre dans le nettoyage industriel. Ils nous ont exposé qu'ils ne pouvaient pas se conformer. Ce pas des choses très compliquées qu'ils peuvent vendre, puis les prix sont compétitifs. Ensuite, sur la Côte-Nord, dans le comté de son collègue de René Lévesque, une librairie, par exemple. Alors, je lui fournis les chiffres et je lui demande comment il réagit à ça, s'il ne doit pas être plus content que moi de ses résultats et s'il aimerait aller regarder ça, voir comment on peut améliorer cette situation où à peu près toutes les régions, les achats de base échappent aux entrepreneurs locaux, aux PME. C'est sûr que c'est un enjeu qui me préoccupe. Pour moi, l'achat local, puis surtout dans le contexte de la guerre tarifaire qu'on vit actuellement, l'achat local, pour moi, ne veut pas nécessairement dire on achète du magasin du coin ou on achète du village du coin, bien que
je vois le bienfait de ça. Je pense qu'il faut essayer d'acheter localement, le plus local que possible. Mais dans le contexte de l'économie québécoise, d'acheter local, c'est aussi acheter québécois. Et moi, je me soucie de ça également. Donc, je comprends pour le collègue que la vitalité régionale, l'occupation du territoire, l'économie locale, ça prend... Bien là, je vais prendre le temps que vous avez pris pour poser la question. Il faut que ça soit proportionnel à la question. Vous l'avez dépassé déjà. Tu as parlé beaucoup plus que tu penses. Non, je ne croirais pas. Bon, bien d'abord, si vous voulez que j'arrête de répondre, je vais arrêter. Je redonne la parole au député. Je suggère au ministre, bien humblement, que notre échange porte sur le développement économique régional. Donc, est-ce qu'il serait en faveur, proposition très concrète, de l'ajout d'une exigence d'achat local au sein du centre d'acquisition gouvernementale? Je serais ouvert à le regarder, mais le critère existe déjà suite à la réforme de la présidente du Conseil du Trésor dans la loi 12. Les sous-ministres et le gouvernement, les entités gouvernementales ont toute la liberté de mettre des aspects qualificatifs dans les appels d'offres. Oui. Bien, là, les chiffres sont pas bons. Alors, évidemment, c'est pas son ministère, mais je sais qu'il est sensible à ça. Je suis son actualité. Je l'invite à échanger avec la présidente du Conseil du Trésor sur comment on peut améliorer nos chiffres, parce que les exemples sont très concrets. Je vais donner des exemples sur la Côte-Nord et ailleurs. C'est sensible. Puis là, c'est pas de la faute à personne. Ça a été créé en 2021 par le gouvernement du ministre. Alors, c'est sûr qu'on peut faire plus, on peut faire mieux pour reprendre une formule qu'il connaît bien. Réno Région. Je le connais bien. Quand on est député d'une circonscription comme la mienne, puis probablement celle des collègues aussi, c'est un programme qui est apprécié pour faire des rénovations, je dirais assez mineures, mais majeures pour ces personnes. Et là, le programme n'existe plus. On parle de communautés rurales dévitalisées. Alors, est-ce qu'il serait souhaitable de maintenir ce programme? Je sais que c'est un programme qui était apprécié en région. Vous savez, le contexte budgétaire actuel fait en sorte que des choix difficiles devaient être faits. On a misé sur le développement économique, d'accompagner nos entreprises pour essayer de rehausser la richesse collective. C'est le choix qu'on a fait. D'accord. Sa collègue nous avait laissé... Le terme miroité n'est pas bon. Nous avait donné espoir que la décision pourrait changer. Alors, si d'aventure il veut s'ajouter à la liste d'alliés qui plaident pour que ça revienne, il trouvera dans son caucus plusieurs députés aussi heureux que moi qu'on puisse continuer à aider des gens pauvres qui ont besoin d'un programme qui ne coûte pas plus que 19 millions par année. C'est de l'argent bien investi. Parlant de ça, je m'en vais sur un autre dossier. Au budget 2024-2025, qui était dévoilé l'an dernier, le 12 mars, la coalition Cœur de Villes et Villages déplorait que les 50 millions de dollars annoncés sur 5 ans pour soutenir les services dans toutes les régions ne représentaient que 11 des 470 millions de dollars promis en campagne électorale. C'est un engagement électoral. Donc, ça sert à vitaliser les îlots villageois et tout ça. Ça, c'est une situation qui est connue, c'est budgété, c'est vraiment un programme qui est annoncé par le gouvernement. Combien il reste à décaisser? L'argent est-elle toujours disponible? Parce que c'est un engagement qui est apprécié à partir du moment où l'argent est là. Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Il y a actuellement un appel de projet géré par le MAMACH à ce sujet. D'accord. Il est public, cet appel de projet-là? On peut en avoir une copie? Normalement, oui. C'est public. C'est le MAMACH qui a ça. Très bien. J'aimerais savoir ça. Ça, j'ai pris ça dans un texte qui s'appelle « Le développement régional, un cimetière de bonnes intentions ». Bernard Vachon, le 6 janvier dernier. Je pourrais le déposer au besoin. Accès Entreprise Québec, un programme qu'il connaît bien. Ça fonctionnait bien. Moi, en tout cas, mon évaluation. 2 ressources d'accompagnement en région pour nos PME locales. C'est une mesure là, qu'on connaît bien, là, les députés en région. Compression de 200 000 par année par MRC. C'est quoi l'avantage? En fait, ce n'est pas une compression. On a confirmé le financement de AAQ dans le dernier budget et on va continuer à appuyer cette mesure-là. OK, parce que là, les MRC nous ont indiqué ça, de poser cette question-là. Alors, vous dites qu'il n'y a pas eu... Le 200 000 n'existe pas. Il est encore là. Je peux le prendre en délibéré, puis je vais poser d'autres questions. C'est parce que j'essaie de comprendre d'où vient la question. AEQ est financé à 22,6 millions de dollars cette année. Ça permet de financer 2 ressources dans les MRC.
Minute, Monsieur le député. Investissement Québec a des comités régionaux. Il y a plusieurs personnes de la société civile qui siègent. C'est le cas dans ma région, mais c'est le cas ailleurs aussi. C'est très intéressant. Est-ce que, par exemple, une fois par année, les députés, sans voter, là, pourraient rencontrer le comité puis échanger sur les projets en cours? Parce que je suis convaincu que ça nous intéresse d'avoir une vision plus macro de notre région. Alors, il y a plein de gens connus qui sont dans chacune des régions. Donc, c'est une proposition que je fais au ministre. Convaincu que ses collègues apprécieraient aussi. Je prends à délibérer la suggestion. Très bien. À quel endroit dans le nom du ministre, là, on retrouve région? Le titre exact, c'est... J'y ai pas. Il n'est pas là. Puis la dernière fois qu'il était, c'était qui était le titulaire? Je pense que c'était Mme Proulx qui avait ça dans son titre. Ministre des Régions. Ministre du Développement économique régional. Développement économique régional, d'accord. C'est important d'avoir quelqu'un qui est vraiment le référent, quoi que ce soit horizontal, ce développement-là. Je voudrais juste rajouter la précision que c'est dans ma lettre mandat. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Mais on n'a pas accès, on le demande. Pardon, le temps est écoulé. Je cède maintenant la parole à la députée de Jeanne-Mance-Vigée. La parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, votre plan pour les PME prévoit 42,3 millions sur 3 ans. Ça représente un tiers de qu'est-ce qui a été annoncé dans le plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025. Vous dites qu'il ne faut pas comparer les deux programmes parce que sont différents. Très bien. En quoi ils sont différents? Pourquoi on ne peut pas les comparer? Il va y avoir des mesures qui n'étaient pas dans le PQE qui vont être dans le plan PME. Les montants annoncés dans le budget sont des nouvelles sommes qui vont être attribuées. On va mettre plein d'argent dans le développement économique régional pour accompagner les PME prochainement. On va faire les annonces sous peu. Bien, justement, vous dites, vous annoncez le nouveau programme, vous l'avez annoncé, plan PME 2025-2028, puis il n'y a aucun détail. Là, vous venez de dire, bien, les détails suivront. Pas annoncé. Je ne vais pas m'ostiner avec la collègue. Il n'est pas annoncé. On a annoncé qu'on va faire un plan PME, mais on n'a pas annoncé les détails du plan. Le PQE est déjà terminé. Bien, comment? Le dernier est déjà terminé. Le dernier programme est déjà terminé. Alors, là, vous rentrez dans un nouveau. Alors, je peux comprendre que les détails qu'on avait dans l'ancien versus qu'est-ce qu'on va retrouver dans le nouveau peut être différent. En fait, ils vont être différents. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas les comparer. OK. Qu'est-ce qu'on fait entre le moment que l'ancien programme finit et le nouveau commence? Il y a comme une espèce de gap, là, si je peux dire, si vous permettez l'expression. J'assure à la collègue qu'il n'y a pas un vide entre les programmes. On continue d'accompagner les entreprises québécoises, que ce soit par Investissement Québec, que ce soit par les FLI, les FLS, que ce soit par l'accompagnement qu'on leur donne chez Investissement Québec régional. Il y a plein d'aides qui est disponible. La différence, c'est qu'on va créer un plan pour mobiliser l'écosystème entrepreneurial des régions à l'intérieur du plan PME, mais le travail continue à se faire. Puis pourquoi les détails se font attendre? Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dévoiler au moment que... vous n'êtes pas capable de dévoiler déjà les détails? Parce qu'on souhaitait avoir un programme qui était crédible, qui était bien réfléchi et qui était bien préparé. Pourquoi l'annoncer dans le budget s'il n'est pas prêt? Vous dites qu'il y a des sommes en plus qui vont s'ajouter pour investir dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un autre programme pour l'entrepreneuriat? Il va y avoir à l'intérieur du plan PME des mesures pour favoriser l'entrepreneurship au Québec et d'autres méthodes de faire croître l'économie, que ce soit du reprenariat, que ce soit l'accompagnement, le financement. Il va y avoir dans le plan un plan. Il faudrait juste que la collègue soit patiente le temps qu'on produise le plan. OK, dans le plan, il va y avoir un plan. Parfait. Alors, les détails, je comprends. Les détails seront dévoilés. Est-ce que vous avez un échéancier à nous soumettre? Parce que vous comprenez que les PME sont impatients. Ils veulent déjà savoir quand ils peuvent soumettre leur projet. Encore une fois, je voudrais inviter les entreprises qui nous écoutent. Ils peuvent continuer à soumettre leur projet. Il n'y a rien qui est arrêté. Le plan PME va être dévoilé sous peu. Là, peut-être, c'est moi qui comprends mal, là.
Comment ils peuvent soumettre des projets si les détails ne sont pas dévoilés? Si on Parce sait pas... qu'il y a des programmes à l'intérieur du plan qui sont déjà ouverts. On parlait de départ tantôt. C'est un programme qui est actif, qui reçoit des aides. Il y a un plan aussi à l'intérieur d'argent qu'on a déjà donné et mis disponible dans le budget qui sont dans des programmes qui sont ouverts. Donc, j'invite la collègue à attendre que tous les morceaux, et ça devrait être assez clair à ce moment-là. On va l'attendre avec impatience, Madame la Présidente. Dans votre nouveau fonds d'investissement pour soutenir les jeunes entreprises innovants, ça aussi, c'est annoncé, on attend toujours les détails. Ça va être une enveloppe, vous dites, de 200 millions. Alors là, on est en train de recycler les sommes qui étaient dans les programmes Impulsion PME, auxquels s'ajouteraient 50 millions qui proviennent de la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Bref, on annonce des programmes avec 250 millions et on n'a pas de détails. Qu'est-ce que vous prévoyez? Dans votre budget, vous prévoyez la création de ce fonds. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez remplacé les programmes qui fonctionnaient à l'époque pour en créer un nouveau où ce qu'on n'a pas de détails et on ne sait pas comment ça va répondre aux besoins des PME? Comme j'ai évoqué dans mon ouverture, le contexte économique actuel a forcé le gouvernement du Québec à revoir certains programmes. C'est surtout pas une critique au niveau d'appréciation du travail fait par les différents intervenants dans l'écosystème. Il y avait de l'argent qui était promise, l'argent s'est terminé et nous, on a pris notre droit de réserve qui est de réévaluer les priorités et on a déployé une stratégie qui va nous aider à répondre. J'invite la collègue, encore une fois, d'être patiente. Sous peu, on va avoir une annonce en ce sens. Alors, je vous rassure, Monsieur le ministre, moi, j'ai beaucoup de patience. Je pense que c'est au niveau des PME qu'ils ont un petit peu moins de patience que j'ai. J'imagine que vous dites vous faites des réévaluations parce que là, on prend des programmes quand même qui fonctionnaient relativement assez bien, qui répondaient aussi à un besoin que les PME avaient. Là, vous créez un nouveau programme, vous prenez les sommes qui étaient dans ces enveloppes-là pour combler le montant. Avez-vous fait une analyse d'impact pour savoir si la création de ce nouveau fonds est justifiée? On a réévalué la situation suite à les changements du gouvernement aux États-Unis. La collègue ne doit pas surtout sous-estimer le grand impact qu'a eu l'élection aux États-Unis et l'impact que ça va avoir sur l'économie québécoise. Donc, on a réorienté nos priorités comme il se doit. La collègue ne m'aurait jamais pardonné de ne pas avoir réorienté la stratégie gouvernementale face à la menace tarifaire et donc c'est ce qu'on a fait. Je comprends, vous dites, on fait une réévaluation par rapport à la situation des États-Unis, etc. Très bien. Alors, cette réévaluation, il y a une analyse qui se fait pour dire, bien, ça prend ce programme-là pour venir en aide parce qu'il y a un besoin suite à qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc. Parfait. Cette analyse-là, est-ce que c'est fait? Si oui, est-ce que vous pouvez le déposer? Le ministère fait des analyses à tout moment. On a réalisé que les points de pression étaient l'achat local, l'importance d'encourager l'achat local. On a réalisé que l'importance d'amplifier nos échanges avec les autres provinces canadiennes. On a réalisé l'importance de diversifier nos sources d'exportation, donc à l'extérieur des États-Unis, et on a réalisé l'importance d'accroître la productivité. L'aide gouvernementale, les programmes et les orientations sont en lien avec ces thèmes-là. Alors, Madame la Présidente, on va surveiller l'impact que ce programme-là aura sur nos PME et voir sincèrement si ce besoin-là est réel. Le programme Impulsion PME a été suspendu en novembre 2024. Il avait une enveloppe qui était prévue jusqu'à 2027. Fait que, dans le fond, vous suspendez le programme avant la fin. Il restait encore 2 ans. Alors, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les projets qui étaient déjà dans le pipeline au moment que vous avez suspendu? Est-ce que vous les traitez quand même dans les mêmes critères qu'il y avait dans le programme Impulsion PME ou est-ce qu'ils tombent à duc? La réponse est oui, mais ils ont été étudiés et ils ont été étudiés.
Bien, si vous dites vous traitez les programmes au moment qui étaient dans le pipeline avant la suspension, mais là, le programme n'existe plus parce que vous avez pris ces fonds-là pour le mettre dans votre nouveau fonds, l'argent est au rendez-vous? L'argent qui est dans le budget est au rendez-vous et va l'être lorsqu'on va annoncer le plan. Pouvez-vous nous dire combien de projets qui restaient dans le pipeline quand vous avez suspendu le programme? Je peux valider à l'interne puis vous revenir, collègue. Parfait. Si vous me revenez avec le nombre de projets, pouvez-vous nous dire le montant aussi qui est alloué? Si ça plaît à la collègue, je peux lui donner un approximatif. Oui. Bon, Allez-y. on parle d'une quinzaine Quinzaine de projets? de projets. Qui représentaient à peu près combien au niveau d'argent? Je vais vous en revenir. OK. Le montant, vous allez revenir. 5 Parfait. Pourquoi vous n'avez pas choisi, Monsieur le ministre, vu qu'il y avait quand même du succès dans les programmes existants que vous avez abolis comme Impulsion PME et d'autres, pourquoi vous avez choisi de ne pas bonifier ces programmes-là existants, d'autant plus que les PME étaient déjà un peu habitués à se conformer à les détails, à se conformer à les exigences de ces programmes-là, au lieu d'en créer des nouveaux? Ou ce que, dans le fond, on commencera à... faut que les entreprises apprennent à jongler avec les nouveaux critères que vous allez mettre en place. Pourquoi vous n'avez pas pensé, ou peut-être vous l'avez fait, vous avez réfléchi à bonifier, puis vous avez pris la décision de ne pas le faire. Alors, pourquoi vous l'avez... Est-ce que ça a été regardé à bonifier? Si oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Qu'est-ce qui vous amène à créer des nouveaux programmes quand ces programmes-là étaient très efficaces? Bien, je veux rassurer la collègue pour lui dire que les critères vont être similaires, même s'il va y avoir certains changements. Mais on ne peut pas trop le dire, là, Madame la Présidente. Le changement de paradigme mondial, il est substantiel. De ne pas avoir agi, réajuster le tir et s'adapter à cette nouvelle réalité-là, c'est ça qui aurait été négligent. Oui? Alors, 3 minutes, OK, Madame la députée. On va aller dans la paperasse des PME parce que c'est quand même quelque chose que, malgré le fait que le ministre est plein de bonne volonté puis qu'il a déposé quand même 4 projets de loi qu'on appelait, qui s'en allaient dans la direction de l'allègement réglementaire, c'est encore un enjeu qui frappe les entreprises, qui frappe nos entrepreneurs. Et le ministre nous dit, bien, soyez patients, je vais arriver avec un 5e projet de loi. Dans le prochain projet de loi, Monsieur le ministre, vous prévoyez que ça va arriver quand, votre 5e? La collègue va penser que je la taquine, mais sous peu. OK. Parce que je pense que vous comprenez que l'allègement réglementaire, c'est un enjeu majeur pour nos PME. Et surtout et aussi vrai pour ceux en région, encore plus vrai. Pourquoi vous adoptez une stratégie aussi fragmentée? Je veux dire, on a... puis le dernier projet de loi, Madame la Présidente, j'étais là. J'ai fait le débat avec le ministre et à chaque fois, je pense qu'il y a des fois, il me trouvait un peu fatigante parce que je disais, bien, on est là, pourquoi qu'on ne va pas plus loin? Puis il me disait, bien, à chaque fois que je tire le fil, on trouve toujours des petites surprises. Alors, est-ce que le ministre peut nous rassurer que le 5e projet de loi va être le bon, puis va vraiment venir alléger la paperasse pour nos PME? On me prête des intentions, Madame la Présidente. Jamais j'ai pensé qu'elle était fatigante, la collègue. Elle a raison, l'allègement réglementaire, c'est un long processus qui requiert beaucoup de concertation avec les autres ministères. On ne peut pas s'improviser pour faire de l'allègement réglementaire. J'imagine, c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait avant. On est le premier gouvernement d'avoir pondu un plan sur 5 ans avec des objectifs mesurables et mesurés
pour arriver à une réduction substantielle du fardeau administratif gouvernemental. Moi, c'est quelque chose qui me réjouit, avec lequel je suis très fier. C'est dommage que le collègue de Saint-Jérôme n'est pas ici. Je pense que c'est le genre de nouvelles qu'il aimerait. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que on étudie agressivement le besoin d'aller plus loin en allègement réglementaire. Elle me connaît, la collègue, c'est une obsession, mais ça doit se faire dans l'ordre parce que c'est facile de créer des lois, c'est très difficile de défaire des lois et surtout sans mesurer l'ampleur de l'impact que l'enlever cette loi-là peut avoir. Donc, c'est un travail qui est minutieux, je dirais même assez exigeant. Au niveau de la fiscalité, Monsieur le ministre, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait pour baisser la fiscalité de nos PME, pour encourager l'achat local et de s'assurer que la... Non. J'ai pas... OK. Mais ça, c'est une excellente question. Puis, Bon, on devra lui répondre un peu plus tard, malheureusement. Le temps est écoulé. Je passe maintenant la parole à la partie gouvernementale, le député d'Abitibi-Est. Voulu compléter la réponse que vous étiez en train de faire à la collègue? Je vous la laisse. Merci, collègue. Le ministre des Finances, dans sa sagesse, a cru bon d'introduire un amendement dans la fiscalité québécoise pour accompagner les entreprises dans non seulement le développement, parce que les crédits d'impôt pour la R&D, on n'était pas pire. Le problème qu'on avait, c'est quand venait le temps de commercialiser, bien là, l'aide gouvernementale disparaissait. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le nouveau CRIC, le CRIC, introduit par le ministre des Finances, ça va permettre de financer plus de choses pour accompagner les entreprises et ils vont pouvoir déduire directement ces dépenses-là. Puis on a aussi introduit un autre programme, un autre crédit d'impôt, le DICI, qui, lui, va réduire le taux d'imposition. Fait qu'on a été très actifs même là. Donc, je suis très satisfait du travail du ministre des Finances à ce mesure-là. Puis je remercie le collègue pour sa question de me permettre d'y aller à fond de train. Merci. Écoutez, premièrement, M. le ministre, là, ce ne sera pas dans mes questions, mais je vous prends au mot sur les allègements réglementaires, le marché public au niveau des microbrasseries. Dans le prochain, il faut que ça apparaisse. Donc, écoutez, développement économique régional, vous le savez, c'est un élément très important dans mon cœur et aussi en tant que député de région. Je vais revenir sur 2-3 petites discussions qui ont eu lieu tantôt avec certains collègues. Entre autres, vous avez parlé tantôt du programme AEQ. Donc, c'est un programme, naturellement, qui est en lien avec ce qu'on appelle les développeurs économiques, soit les MRC, les CLD, dépendamment, chacun a son outil. J'aimerais ça peut-être que vous reveniez un peu sur cette question-là. Tantôt, je trouvais que vous auriez pu peut-être avoir plus d'éléments d'information à donner par rapport au budget des AEQ, par exemple. C'est un peu le côté sombre, c'est qu'on n'a pas la chance avec le temps qui est donné pour aller dans le détail. Merci pour l'occasion. Accès Entreprises Québec, c'est un programme qu'on a développé suite à l'abolition des CLD. Les habitués là, du gouvernement du Québec vont comprendre. Là, ça a un impact énorme sur les régions, l'abolition des CLD, et ça a démobilisé, en fait, les régions. Nous, lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018, on a créé Accès Entreprises Québec. C'est simple, hein? Puis c'est vraiment, moi, c'est le genre de programme que j'aime parce que c'est pas trop bureaucratique. Dans le fond, on dit au MRC, vous êtes la porte d'entrée, vous êtes les personnes les mieux placées pour accompagner les entreprises, et donc, on va vous financer 2 ressources pour faire cet accompagnement-là. Et ces ressources-là vont non seulement accompagner les entrepreneurs, devenir la porte d'entrée, mais ils vont aussi faire de la formation, aider, orienter. C'est des experts dans leur milieu. C'est vraiment un programme qui fonctionne très bien. On a combiné ça avec des programmes de financement, les fonds locaux d'investissement, puis les FLS, les fonds locaux de la solidarité, combinés avec un deuxième niveau DRAC pour l'innovation, les ORPEX pour l'exportation, pour créer un écosystème régional qui permet d'aider et d'accompagner les entreprises. Et moi, c'est ma plus grande fierté parce que ça a un vrai impact dans les régions et ça nous permet non seulement d'avoir un impact, mais d'avoir les régions qui contribuent à leur propre essor économique. C'est pas Québec qui décide les beaux projets, les bons projets. C'est finalement les régions qui connaissent leurs entrepreneurs, connaissent l'entreprise, qui prennent les décisions ultimement.
quand on combine ça avec l'aide qu'on donne avec départ, quand on combine ça avec l'aide qu'on va donner à l'intérieur de d'autres volets d'aide qu'on peut offrir, ça devient un outil indispensable pour le développement économique régional. Merci. Prochaine question que j'ai à vous mettre sous la dent, comme on dit. Est-ce que vous êtes impliqué avec les FRR au niveau du MAMACH, au niveau, naturellement, du développement économique? Parce que, veut pas, votre volet, c'est le développement économique régional. Donc, il y a quand même possiblement un lien de cause à effet dans ce dossier-là. Moi, je siège sur le FRR à Laval. Et à tous les fois que je travaille avec les gens de la municipalité, parce que dans mon cas, c'est une ville, une MRC, une région, là, ça me frappe à quel point ce programme-là, le FRR, est un programme vraiment puissant. Parce que les régions peuvent décider par elles-mêmes qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on veut financer selon nos priorités. Et c'est comme ça dans toutes les régions. Dans toutes les régions du Québec, les intervenants s'assoient ensemble, discutent et font avancer les projets qui sont très importants. Puis je dirais même, ça permettrait aussi à certains projets à se faire qui ne cadrent pas dans les programmes normaux. Okay. Moi, j'ai déjà vu des programmes dans le FRR passer qui avaient été refusés partout. Mais la région, elle a dit, nous, là, on s'en fout. C'est important, on veut le faire. Puis les acteurs locaux se mettent ensemble et le font avancer. Puis à travers de ça, on peut faire atterrir des beaux projets selon notre image. Puis c'est ce qui me plaît le plus du FRR. Je fais l'aveu que je suis jaloux de ma collègue au MAMACH de ce beau programme-là. Je pense que c'est intéressant aussi de préciser que ça a été reconduit. Là. Il y a des nouvelles sommes qui ont été mises en disponibilité. Vous faites bien de me le rappeler. Donc, ça, c'est intéressant. Tantôt, un des collègues a parlé du programme Réno-Région, qui touche peut-être davantage l'habitation, mais il reste une chose, c'est que quelles sont, au niveau de vous-même, là, les actions que vous faites pour les régions qui sont plus dévitalisées, ou les territoires, ou sans dire une région, des fois c'est un secteur d'une région qui est plus dévitalisé. Où est-ce que vous intervenez comme ministre dans ce dossier-là? Oui. Moi, je suis issu d'un milieu modeste et modique. Et souvent, c'est le manque d'opportunités qui fait mal. Pas le manque d'égalité des chances, mais le manque d'opportunités d'avoir des chances. Le programme départ, c'est exactement ça. Le programme départ vient dire, on le sait que c'est tough de faire un pot d'argent dans une région dévitalisée. Okay. Puis là, souvent, ce qui manque, c'est un fâcheux 10 un fâcheux 5 pour faire atterrir un projet. Départ arrive puis dit, oublie ça, on va vous donner jusqu'à 150 000 $ pour vous amener l'autre bord, pour être sûr que le projet est rentable, puis il est viable, puis il fonctionne. Ça, c'est une réponse d'un gouvernement qui dit, 1, toutes les régions ne sont pas pareilles. 2, ceux qui ont plus de difficultés ont besoin d'un peu plus d'aide. Puis 3, répondre présent à cette aide-là avec les autres outils, parce que ça se combine avec tout le reste qu'on fait, là. Imaginez, tu as 2 ressources AAQ qui travaillent un projet, qui montent un projet avec l'entrepreneur. En plus, tu as le FLI FLS qui vient combiner jusqu'à 250 000 $ d'aide. En plus, tu es accompagné par quelqu'un, les ERA, qui vient t'aider avec toutes les solutions innovantes qui peuvent être accompagnées. Tu as 3 ressources gratuites qui travaillent pour toi. Là, en plus, on attache un 150 000 $ pour venir boucler le financement, en plus de l'autre financement que tu veux aller chercher, privé et autres. C'est un levier incroyable. C'est très intéressant. Et vous le savez que vous avez des organismes de territoire qui sont très heureux de pouvoir en faire davantage. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. Il y avait une question tantôt aussi d'une des collègues qui tournait plus au niveau de l'évaluation. Ce serait intéressant peut-être que vous nous disiez un peu comment vous évaluez, vous, l'efficacité des mesures en développement économique que vous mettez en place. Bien là, c'est sûr que je dirais que notre philosophie de base, c'est d'aider, accompagner et de s'assurer que tous les bons projets peuvent se faire. Et là, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'explique souvent, quand j'explique mon travail à des gens qui ne connaissent pas ou qui ne suivent pas la politique, nous, on a une loi. La loi du ministère a dit, mais là, toi, tu vas aider l'économie. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais là, après ça, on vient dire, c'est quoi la responsabilité du ministre? Favoriser un climat économique prospère, venir accompagner les entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Puis là, on arrive avec des beaux projets, des programmes sur lesquels nous, on est responsables. Pour moi, on doit avoir des programmes qui accompagnent, qui aident, qui enlèvent les points de friction et qui permettent aux entrepreneurs de réussir au Québec.
Ça veut dire aider financièrement, mais ça veut dire aussi, dans le cas de l'allègement réglementaire, s'enlever du chemin. Puis il faut faire les deux. Il faut faire les deux le plus possible. Il faut non seulement aider certains projets à se faire, mais de l'autre côté, s'enlever du chemin quand on n'est pas pertinent. Et c'est ce qui guide ma philosophie. Et donc, je suis certain que les gens diraient que c'est pas parfait, mais je pense qu'on est à la bonne place compte tenu de la capacité de payer des Québécois, mais aussi les enjeux qui nous occupent, qui sont, il faut le dire, là, assez mondial comme phénomène. Je pense que tout l'Occident cherche des solutions à des problèmes qui se ressemblent pas mal. Comment on fait pour se battre contre le taux de productivité qui est en chute libre en Occident? Comment on fait pour rivaliser avec des adversaires stratégiques qui veulent notre économie, qui veulent nos sous, qui veulent notre prospérité? Je pense qu'on doit se positionner. Est-ce que j'ai raison de dire... C'est pas par manque d'intérêt, mais malheureusement, le temps est écoulé. Donc, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 16h35, profitez-en, où elle entreprendra l'étude du volet PME, des crédits budgétaires du portefeuille économie, innovation et énergie.